une certaine identification à la francophonie. On peut également noter parmi les élites francophones une fascination envers l'arabe et des formes d'identification partagées avec les arabisants. Je vais vous parler des modes d'expression de cette assimilation mutuelle et j'inviterai M. Khadijatoula Fall qui va vous parler des mutations qui affectent au Sénégal les attitudes à l'endroit de la langue française. Tout d'abord donc la demande de français et de francophonie des arabisants. Les aspects de la demande de français et de francophonie des arabisants sont principalement d'ordre fonctionnel, représentationnel et de l'ordre de la catégorisation lexicale. L'aspect fonctionnel revêt la forme de requête explicite de formation dans la langue officielle. L'aspect représentationnel recoupe leur volonté de briser les représentations négatives qui voudraient qu'ils soient de piètres locuteurs de la langue de Molière. Quelquefois, ce dernier aspect, sans se dire, se fait acte. Un exemple. En 2005, nous avions interrogé une dizaine d'acteurs impliqués dans le domaine des rapports entre langue et religion au Sénégal. Certains appartiennent à l'élite francophone, tandis que d'autres sont des arabisants. En ce qui concerne la direction des entretiens, une des options consistait à soumettre la langue de l'interaction à une négociation. Les rejets de langue, les choix de code, les alternances et toutes les discussions qui s'en suivirent furent riches d'enseignements. Un sentiment d'insécurité linguistique, résultant sans doute de la minoration et de la stigmatisation des arabisants, ressort des entretiens. Il sera à la base de plusieurs revendications de compétences en français. Cette insécurité se soldera même chez certains par des phénomènes d'hypercorrection et de surenchère avec la présence de marqueurs du français typé urbain ou intello, bœuf, etc. Un enjeu de catégorisation lexicale s'exprime chez les arabisants à travers des dénominations qui situent les rapports entre langue africaine et langue arabe. En effet, les mots qu'ils utilisent rappellent cela même que l'on note chez Léopold Sédar Senghor. Complémentarité, dialogue des cultures, symbiose, etc. D'autant plus que cette formulation tourne généralement le dos aux approches conflictuelles ou concurrentielles pour converger vers des conceptions idéales et consensuelles, celles du bilinguisme harmonieux que l'on note également chez Senghor. Mais la manifestation la plus emblématique de cette catégorisation réside dans la récusation, certes rarement théorisée, mais de plus en plus fréquente, de la désignation arabisant au profit d'arabophones. Si certains locuteurs interrogés affirment se servir des deux termes comme des synonymes, d'autres disent leur volonté de contourner les connotations qui font du terme arabisant un lexème négativement chargé. Mais dans tous les cas, le remplacement d'arabisant par arabophone dénote une construction calquée sur celle de francophone et renvoie bien évidemment à l'adhésion à une communauté de locuteurs qui partagent la langue arabe et par conséquent appartiennent à un vaste ensemble qui dépasse les cadres nationaux. L'on peut sans doute y déceler une tentative de rapprochement vers la Oumma, généralement définie comme la communauté des croyants. Mais bien plus qu'une simple adhésion à une communauté de fidèles, elle est aussi une demande d'appartenance à une civilisation arabo-islamique qui a marqué l'histoire intellectuelle et scientifique de l'Occident. À propos maintenant de la demande d'arabe et d'arabophonie de l'élite francophone. Les représentations qui font des élites francophones, des francophiles zélés, auteurs d'une imposition du français, d'une stigmatisation des arabisants, de leur minoration dans le débat public et de leur marginalisation en ce qui concerne la redistribution des ressources étatiques ne sont pas toujours exactes. Plusieurs raisons font que leurs rapports à la langue française et à la francophonie sont dans les faits plus fluctuants que ne le font penser ces accusations. Tout d'abord, beaucoup parmi eux sont des musulmans et à ce titre ont du mal à ramer à contre-courant du capital symbolique positif dont jouit l'arabe au sein de leur société. Ensuite, l'on peut trouver parmi l'élite francophone de fervents défenseurs de l'arabe et les partisans d'une remise en cause de la francophonie. Certaines des réflexions de Mamadou Dia, ancien compagnon puis adversaire de Senghor,
participe de ce double élan. Il en est ainsi lorsqu'il affirme, je le cite, « L'arabe n'est pas une langue d'annexion mais de formation et de libération. Langue écrite qui n'étouffe ni l'esprit ni les langues locales, mais dont l'écriture libère la pensée et contribue à la solution du problème linguistique africain. » Et en ce qui concerne la francophonie, il dira « En tant qu'impérialisme culturel privilégiant une langue et une culture étrangère, celle de la puissance dominante, la francophonie est la négation même de la négritude. Aucune dialectique n'est capable de résoudre la contradiction qu'elle constitue avec une véritable politique de restauration des langues et des cultures nationales. » Fin de citation. Le désir d'en finir avec la politique africaine de la France, des tentatives de réappropriation des valeurs africaines, le souhait d'une offre d'ouverture à l'universel supérieure à celle qui nous est parvenue à travers le français fondent d'autres velléités de rupture avec la francophonie. Dans une de ses chroniques, le journaliste sénégalais Mamles Camara déploie une critique sévère de l'Académie française et de la francophonie politique. Il dira « Au risque d'indigner certains francophones, il faut souligner qu'il est peut-être temps de rompre avec la francophonie. L'usage de l'anglais est devenu indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons vers ce bilinguisme qui amènera à nos langues de vastes champs à investir dans tous les secteurs, mais qui ne laissera sûrement aux Français que sa place de langue maternelle des Français. » Un autre exemple. Boubacar Boris Diop, écrivain sénégalais qui s'est forgé une renommée en publiant ses œuvres en français, décide de changer de langue d'écriture en produisant un roman en wolof de Luc Golo. Interrogé sur cette mutation, il affirme « C'est l'histoire qui nous a imposé la langue française. Mais cette histoire condamne également cette langue. Je pense que d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire sur le long terme, la langue française n'est rien pour nous. » J'invite M. Fall à nous parler des mutations qui affectent les attitudes à l'endroit de la langue française. Donc, à la lumière de ces divers positionnements, il ne serait pas faux de dire que la langue française, aujourd'hui au Sénégal, se présente plus comme ce que j'appellerais une langue de nécessité. En somme, on la garde parce que l'on ne peut pas faire autrement. Quelquefois, les remises en question, les remises en cause dépassent les élites pour gagner les masses populaires, car les convivialités et les socialités discursives, les marques de politesse, les manières de dire que ces populations locales affectionnent tant et dont les valeurs sont pour une grande part portées par les cultures et les langues locales, portées également par la religion musulmane et partant par la langue sacrée qu'est l'arabe, ces différentes valeurs ne leur semblent pas suffisamment portées par le français. Ensuite, si l'idée d'un dialogue entre le français et les cultures locales permettant l'expression universelle de ces cultures locales dans ce que Senghor appelait le monde international du donner et du savoir, si cela leur paraissait concevable, il paraît de plus en plus ancré dans les imaginaires populaires que le français n'est pas une langue de complémentarité culturelle, mais plutôt de plus en plus une langue de rupture culturelle. Ce glissement a été rendu possible par un bilan négatif des élites francophones qui, après les indépendances, ont pris la direction du pays en proclamant, à travers la langue française, l'actualisation des valeurs de démocratie, d'égalité citoyenne, de justice sociale et de développement économique. Or, ces élites ont échoué. Et cet échec, autant au niveau économique qu'au niveau de la sauvegarde des valeurs africaines, de partage et de solidarité, a une incidence négative sur les représentations sociales sur la langue française. Cela dit, il faudrait également souligner la responsabilité de la France dans le désaveu de l'élite francophone et des représentations négatives sur la langue française. En effet, la politique aujourd'hui décriée de la France à l'endroit de ses anciennes colonies, son appui incessant pour des leaders rejetés par la population, sa politique d'immigration
qui reprend certaines propositions de l'extrême droite, certains discours d'intellectuels français et même du président Sarkozy sur la colonisation et la responsabilité française de la France, tout cela vient alimenter des attitudes négatives envers la langue française. Donc, ce qui se vit actuellement au Sénégal, c'est un désamour par rapport à la France, et ce désamour, de plus en plus, s'accompagne d'un manque de désir du français, d'un manque de francité. Très bien. D'un manque de francité. Alors, tout cela intervient également dans un contexte où le Sénégal réaligne et diversifie ses alliances diplomatiques et économiques par la coopération sud-sud, par la collaboration avec des pays émergents tels l'Inde, le Brésil et la Chine, et par des liens économiques et culturels étroits avec les pays arabes. Et enfin, il y a l'inscription soutenue de l'islam, notamment des confréries musulmanes, dans l'espace politique, qui constitue une rupture par rapport à l'esprit de laïcité républicaine à la française, hérité de la colonisation française, et cela fait des chefs religieux actuellement des leaders politiques extrêmement puissants. Alors, pour conclure et permettre le débat, pour revenir à la question posée par l'intitulé du colloque, francophonie, quel avenir, quel enjeu, il me semble de plus en plus se dessiner un repositionnement du français, surtout dans l'imaginaire populaire, un repositionnement qui dépouille de cette langue de son aura de langue de culture, de sa théorisation comme langue qui nous amène au grand rendez-vous des civilisations, au grand rendez-vous des cultures, pour nous voir dans cette langue que sa dimension instrumentale. Le français est tout simplement une langue de communication qui intervient et interviendra dans certains secteurs particuliers de la vie de la nation. Mais la francophonie institutionnelle reste fermement orientée par les angoisses identitaires et culturelles de ces pays qui financent la francophonie, ces pays que sont la France et en partie aussi le Québec, et également des élucubrations identitaires de ces élites. Les attentes de la grande majorité des Africains sont ailleurs, et il faudrait que la francophonie institutionnelle comprenne que les choses ont changé.